Une superbe liste de départ, hein, mon cher Tony. Ça faisait quelques courses que les garçons se jaugeaient, n'étaient pas forcément tous présents. Allez, on va dire, hormis les Brownlee et nos tricolores, en tout cas nos sélectionnés olympiques, on a 30 athlètes qui vont défendre leur couleur à Rio aujourd'hui. Et voilà, très dense cette liste. On est très content de voir l'équipe espagnole, l'équipe australienne, bref. Il y a quasiment tout le monde. Nos Français sont en préparation. Ils sont restés tranquillement au frais à Font-Romeu. Et les Anglais, eux, sont en Suisse également, à Saint-Moritz, en préparation. Allez, la sirène qui retentit. Les athlètes qui se sont mis en place sur ce ponton. Ils seront 66 sur ce ponton. Distance sprint, on le rappelle, comme les jeunes femmes. On a vu il y a de cela 1 heure la victoire d'une américaine, certes, mais pas Gwen Jorgensen. Katiza Ferres qui s'est imposée devant sa compatriote notamment, et Rachel Klammer, bien sûr, la néerlandaise, qui a terminé deuxième. Là, les Espagnols font quand même figure de favoris. On va avoir l'occasion de parler de la blessure de Javier Gomez, qui a un petit peu ébranlé le monde du biathlon. Vicente Hernandez le remplace. Ça reste du très costaud, hein. Ouais. Et on peut parler également des Français avant de parler bien sûr, de la fracture du radius de Javier Gomez, le quintuple champion du monde, avec notamment Aurélien Raphaël, voilà, numéro 9 mondial, voilà, qui portera le dossard 6, et son coéquipier de club de Poissy Triathlon, Anthony Pujade. Oui, Anthony Pujade. 2 excellents nageurs sur lesquels on devra compter pour faire le trou sur Mario Mola, l'épouvantail, au même titre que Gwen Jorgensen. Excellent coureur. Richard Murray ici à l'écran, le champion du monde de duathlon, qui s'est cassé la clavicule en début d'année et qui revient. Et qui a vu sa compagne plutôt bien marcher sur la course féminine, puisqu'il est en couple avec Rachel Klammer, avec la néerlandaise. Donc en gros, pour résumer, un match entre les nageurs, dont nos Français font partie, Aurélien Raphaël et Anthony Pujade, plus le Sud-Africain Schumann, l'Italien Fabian, contre Mario Mola et Richard Murray. Roulement de tambour, cher Tony. Ryan Sisson au premier plan avec sa combinaison coupée. On your marks. Et c'est parti pour la 7e étape de ces WTS ici à Hambourg. Ça ne va pas amuser la galerie, ça on peut vous l'assurer sur cette distance sprint. 750 mètres de natation, 20 km de vélo, et on termine avec 5 km de course à pied. Le tenant du titre, Vincent Louis, est du côté de Font-Romeu en train de se préparer pour son échéance olympique. Javier Gomez, blessé, n'est pas là. Il reste en tout cas Mario Mola, qui avait terminé 3e ici même l'an dernier. Voilà, une course qui réussit très bien aux Français, puisque Vincent avait gagné. Dorian Coninx avait fini 4e, et Anthony Pujade, de retour à la compétition, avait fini 7e. Alors on attend beaucoup du champion de France en titre, puisque c'est lui qui s'était imposé à Dunkerque, à l'occasion du premier Grand Prix de la saison, qui était également support des championnats de France, comme Nice l'avait été l'an dernier. On en profite bien sûr pour adresser une nouvelle fois tous nos messages et bien de soutien à toutes les victimes de cette effroyable tragédie survenue sur la promenade des Anglais, avec plusieurs groupes qui se sont déjà mis en place. La première est celle de Aurélien Raphaël, et juste derrière lui c'est Henri Schumann. Donc c'est visiblement Aurélien, qui, spécialiste des premières bouées, devrait virer en tête. Et on a vu que ça pouvait avoir un impact non négligeable pour le reste de la course, à l'image d'une Lucy Hall, la Britannique, qui chez les féminines a dynamité quelque part la course, et a peut-être fait perdre toute chance de victoire à Gwen Jorgensen, qui était un petit peu dans le dur derrière. Écoutez, quand vous avez des athlètes qui courent à 21,5 km/h, c'est le cas de Mario Mola l'année dernière, il a couru, je reprends ma fiche, 13,55 sur quasiment 5 km. Quand on a ces individus-là qui se présentent sur un ponton de départ, on a tout intérêt de nager à fond et de creuser l'écart pour le mettre le plus loin possible.
En tout cas, on espère que le format de la course masculine, que la dynamique de cette course masculine sera du même acabit que ce que l'on en a vu il y a de cela 1 heure durant la course féminine. Et on n'oublie pas l'occasion de vous rappeler d'ores et déjà que vous pourrez suivre le championnat du monde de relais mixte, pas plus tard que demain. Je recherche à 14h. Voilà, 14h effectivement pour l'horaire. Et une course dont les Français sont tout simplement tenants du titre. Ouais, oui. Conditions qui ont quelque peu évolué, hein. Conditions climatiques, on l'a vu notamment sur la vue aérienne, là, la vue d'hélicoptère. La pluie a fait son apparition sur la grande cité du nord de l'Allemagne. Tiens, Tommy Zaferes. Les couples sont en forme, Oui, hein, aujourd'hui. Qui a de très grosses références en natation puisqu'il a participé aux trials américaines pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Il était remplaçant sur le relais. Donc imaginez quand un garçon comme ça nage devant, ça... ou la petite bousculade, les bras qui se chevauchent, la machine à laver. Ah oui, surtout qu'il y a du monde, hein, sur la liste de départ aujourd'hui. Ça n'était pas le cas sur les dernières WTS, que ce soit du côté de Stockholm ou de Leeds, où tous les athlètes s'observaient ou ne s'affrontaient pas directement. Les frères Brownie venaient, les Espagnols venaient. Bon, là pour le coup les Brownie n'ont pas fait le déplacement, ne sont pas descendus de Saint-Moritz où ils se préparent à l'heure actuelle. Et il faut dire qu'il y a aussi énormément d'athlètes qui vont prendre part au championnat du monde de relais mixte demain. Donc ça grossit, ça étoffe quelque peu la liste de départ de la course individuelle, hein. Tout à fait. À l'image de nos tricolores d'ailleurs, hein, que nous retrouverons en compagnie d'Audrey Merle et de Cassandre Beaugrand. Nous retrouverons Aurélien Raphaël et Anthony Pujade à l'occasion de ce relais mixte. Peut-être quelques nouvelles d'ailleurs de Cassandre Beaugrand, parce que vous étiez nombreux à nous demander de ces nouvelles. Le problème mécanique c'est confirmé, hein, oui, pour la jeune Fissiacaise. Oui. Ouais, apparemment un problème de patin qui collait aux jantes en carbone. Voilà, je n'en sais pas plus. Et quant à Audrey Merle, elle termine 34e. Voilà, bon, on peut imaginer qu'elle est en pleine préparation pour briller dans un mois. Donc l'objectif n'étant pas aujourd'hui. Donc Tommy Zaferes mène devant le Sud-Africain Schumann, notre tricolore. Oui. Aurélien Raphaël en 3e position. Il a vraiment un coup à jouer aujourd'hui, hein, pour remonter au classement général puisqu'il est 9e. Oui, bien sûr, il reste sur de superbes performances, top 10 à Stockholm avec une 9e place. Il avait été le meilleur tricolore également à Leeds avec une 5e place, 7e au Cap. C'est une saison remarquable qu'est en train de réaliser Aurélien, vainqueur d'une Coupe d'Europe également à Cartera au Portugal cette année. En 4e position, on a Ben Canut, qu'il faut surveiller puisqu'il a un très très bon vélo. Donc s'il sort à cette place, il devrait imposer une belle dynamique de course. Derrière, on a vu Ryan Bailey, l'Australien, sélectionné olympique. Ouais, dans cette équipe australienne qu'il faudra observer avec attention. Lui qui avait terminé 10e à Leeds, hein, Ryan Bailey, 4e sur la Gold Coast. On a vu Fernando Alarza, le numéro 1 mondial, se signer avant de plonger. Un start qui n'est pas facile puisque le ponton est très élevé, quasiment 80 cm voire 1 mètre au-dessus de l'eau. Regardez ce combat là au niveau de la bouée que les athlètes laissent main droite. Il y en a un qui est passé dessous là, me semble-t-il. On a vu Guillaume, un bonnet. Vous en rigolez? Ouais, mais je sais bien que c'est pas une situation très difficile. Je sais bien. Ça m'est arrivé de nombreuses fois d'être dans la machine et je peux vous dire que on vit un sale moment. C'est vrai. Alors que les nageurs devant, eux, franchissent la première bouée tranquillement. C'est vrai. Ce sport est injuste lorsqu'on n'est pas un bon starter. Bon voilà, là par contre ça s'étale bien. On va rentrer dans une sorte de canal, un pont où il fait noir. Alors vous me l'aviez annoncé comme dans l'obscurité la plus totale, hein, quand même ce canal. Il reste un petit peu de clarté, hein. On l'a vu sur la caméra durant la course féminine. Oui, mais regardez, Schumann, il porte des lunettes fumées. C'est vrai. Sans dire que dans le tunnel, il ne verra pas grand-chose. Ça enlève effectivement encore un petit peu plus de luminosité
aux athlètes qui en terminent. Hein. Course très rapide, on le disait, c'est un format S, un format sprint aujourd'hui, voilà. Avec ces 750 mètres de natation. On rappelle que ce sera le double à l'occasion de la course olympique, le format que l'on a le plus souvent retrouvé jusqu'à présent durant cette saison de WTS. Hein. Ouais. Il n'y a pas de cassure, hein. Pas de cassure encore aux jeunes femmes. Voilà, mais on sait que avec 2 secondes d'écart à la sortie du parc à vélo, ça peut partir. Donc c'est ce qu'on observera attentivement, et notamment la place de sortie de Mario Mola. Hein. Cheman qui a pris les commandes. Ouais, les premiers athlètes effectivement qui sortent de ce pont et qui vont en terminer de ces 750 mètres, qui vont rejoindre la première zone de transition. En tout cas, c'est une natation idéale hein, pour les spectateurs là qui sont au plus près de l'action. On a vu Cheman qui allait chercher le bord. Je ne sais pas s'il a fait exprès de mettre une sorte de zigzag pour éloigner les adversaires, mais ou peut-être qu'il y a du courant et on est plus rapide au bord. Toujours est-il qu'il met le feu là, Cheman. Hein. Ah oui, un petit peu à l'image d'une Lucy Hall lors de la course féminine. Ah, ça casse, hein, regardez. Ouais, Cheman est en train de faire exploser tout ce beau monde. Est-ce qu'un groupe va se former? Elles étaient 8 à être sorties en vélo et avoir animé cette course. Ils seront peut-être un petit peu plus nombreux, mais on retrouve les gros nageurs du plateau. Il n'y a pas de grosse surprise là. Hein. Royle avec sa 3e place à Leeds. Aurélien qui vient de passer, Aurélien Raphaël. Je surveille Anthony Pujade. Ah là là, il n'est pas là. Ah si, ça y est, il doit être dans les 15. Dans les ça 12. C'est pas mal. Nos Français qui sortent dans les premières positions. Il va falloir réaliser une bonne transition. Ah non, je me suis trompé. Oh, Mario Mola qui sort 13e. Qui n'a pas perdu beaucoup de temps. Belle natation de Pereira. Et oui, Mola qui a très bien nagé. Ça c'est pas mal. Ça devrait casser le moral de ses adversaires. Ouais, parce que quand on connaît ses aptitudes derrière, sur le vélo et derrière sur les 5 km de course à pied, il a peut-être mis un petit coup derrière la nuque là, de ses principaux adversaires. Regardez les chaussures. Il est là, Anthony. Elles sont tenues par des élastiques. Ça c'est pas mal quand même. Anthony va sortir en compagnie de Fernando Alarza ou de Vicente Hernandez. Oui, mais derrière Mola. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'écart. Ou Grajales qui a pris un petit éclat. Également le Mexicain qui pouvait faire figure de favori ou à minima d'outsider. Il est dans le top 10. Ouais, belle transition. Très belle natation de Mario Mola. Sortir avec un des frères Polianski qui vient de finir 2e à la Coupe du Monde de Tijovaros en Hongrie. Ouais, 2e effectivement. Igor Dimitri s'est imposé lui. Hein, le frangin. C'est vrai qu'ils ont été costauds. D'ailleurs, le frangin est pas bien loin. Il est juste devant. Ah oui, tout à fait. Hein, les deux frères russes. Ce sont des garçons qui nagent autour de 16 minutes 30 ou 1500 mètres en grand bac. Hein. Donc c'est une grosse performance de Mario Mola. Hein. Mario Mola qui doit être aux alentours de 18 minutes. Hein. Et encore bien en forme. Hein. Le dossard 61, celui de Maximilian Schwetz, l'un des représentants allemands. La jeune génération allemande est présente. Un peu moins en nombre, hein, tout de même que les jeunes femmes. Aurélien Raphaël qui mène mais qui se retourne. Il est un peu désemparé parce que les gars ne collaborent pas. Ouais, on sait que ça se passe dès le premier kilomètre. Hein. L'écart doit se faire dès le premier kilomètre. Ouais, mais il ne se fait pas. Regardez derrière comme c'est en train de revenir. Le luxembourgeois relayé par Aaron Royle. Je disais donc 3e à la Coupe du Monde de Leeds. Ben Kanut et Mislachuk. Ah, ça roule quand même, hein. Mais je vois Mola qui est dans les 10 premiers. Lorsque les gars vont s'apercevoir qu'il est dans la roue, je ne suis pas sûr qu'il continue à appuyer sur les pédales. Alors pour l'instant, les garçons ne se posent pas trop la question. Aaron Royle prend le relais. Le luxembourgeois également en tête de course le fait. Aurélien a semblé suivre. Avec Martin Van Driel également, le Belge aux avant-postes.
Le dossard 39, celui de Ben Kanute. Un petit mot du parcours peut-être vélo, Tony, pour les téléspectateurs qui n'auraient pas suivi en notre compagnie la course féminine, un petit peu moins technique, on va dire, que ce qu'on a pu voir du côté de Stockholm notamment. Ouais. Il y a une partie assez roulante avec 3 grands bouts droits, 3 grandes lignes droites. On peut emmener du braquet, on doit emmener du braquet, et une petite partie, un petit circuit urbain fait de relance où le public est présent, voire assourdissant. Le tout donc sur 5 tours de 4 km. Ryan Fischer qui ferme la marche, alors que Ryan a eu sa qualification olympique de par ses talents en natation. Voilà, tout peut se passer en triathlon, hein, sur un départ avec une première bouée à 300 mètres. C'est très aléatoire, à moins d'être très très bon starter. C'est toujours un peu aléatoire, comme je disais. Ouais, alors que l'on revoit là le démarrage de Ben Kanute, voilà, l'américain coutumier du fer. Ouais. Il a tout intérêt à mettre une grosse, à impulser vers l'avant. Maintenant, il faudra que quelqu'un lui emboîte le pas. Et on retrouve Aaron Royle, mais Aurélien veille au grain. Voilà le petit parcours urbain. Et ils sont déjà quasiment 40 devant. Anthony est là. Ah, les Espagnols également sont présents. Les Russes, me semble-t-il, sont au grand complet. Il y aurait un absent, Richard Murray. Ah oui. Richard Murray. Ah si, je le vois. Bah non. Je viens de le voir. Richard Murray qui s'est classé à la clavicule donc, et qui a repris la compétition par le championnat du monde de duathlon. Donc le duathlon, c'est un enchaînement de course à pied, vélo, course à pied. Et il a terminé premier. Voilà. Bon retour aux affaires. Donc là, c'est son premier triathlon. Et visiblement, ça nage plutôt bien. On regarde les noms avec Schoenberg, Bert Wissel, Pereira, des garçons qui ont animé les WTS depuis le début de la saison. Anthony Pujade fait partie de ce premier groupe. Ça, c'est intéressant, même si l'écrémage ne s'est pas fait à ce moment précis de la course. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à réagir via les réseaux sociaux, à nous poser vos questions via le hashtag Triathlon21. La grimace d'Anthony Pujade là. Ah ouais, ce qu'il est obligé de s'employer pour garder les premiers kilomètres sont toujours très intenses. Et voilà les deux partenaires d'entraînement. Ouais. Mario Mola et Richard Murray. Ça y est, ils sont là. Ils sont là, les garçons que l'on attendait aux avant-postes. Et notamment, bien sûr, Mario Mola, l'Espagnol. Pour l'anecdote, Mario Mola avait gagné la WTS de Gold Coast, alors que Richard, qui est devant lui, avait chuté. Et c'était fracturé la clavicule. À ce propos, donc Javier Gomez, oui, le quintuple, bien sûr. Javier Gomez, le quintuple champion du monde, archi favori, champion d'Europe à Lisbonne, oui, encore cette année, à l'occasion de son retour à la compétition. Oui. Et donc absent, et a dû décliner sa participation aux Jeux Olympiques et a donné son dossard à Vicente Hernandez avec un grand désarroi, une grande tristesse. Et on est très triste pour lui parce qu'il est tombé à l'entraînement et il s'est fracturé le radius. Il n'aura pas le temps d'être remis pour les Jeux. Il va se faire opérer si ce n'est pas déjà fait. Et bon, alors il faut être pragmatique, Guillaume. C'est ce que j'allais dire. Le grand favori, le vice-champion olympique en titre, donc au milieu des frères Brownlee à Londres, on le rappelle, entre Alistair et Jonathan, eh bien est obligé de déclarer forfait. On est évidemment très déçus pour lui parce qu'en plus vous le connaissez très bien, c'est un garçon charmant, adorable, voilà, très humble, très humble. Mais ça laisse potentiellement une place de plus sur le podium éventuel. Voilà, à Rio, on va pas se le cacher. Ça libère une petite place dans le top 5 voilà, à minima. Dans le top 5, voilà, à minima, ouais. Donc voilà, comme je disais, il faut être pragmatique, il faut voir le bon côté des choses. Même si,
pour me faire peut-être l'avocat du diable, retrouver Vicente Hernandez, c'est peut-être un cran en dessous que Javier Gomez. Enfin, Hernandez, il a réalisé quand même une superbe saison avec des top 10, deuxième à Moulou-là-bas en Coupe du Monde. Enfin, saison pleine en tout cas pour le garçon. Ouais. Allez, on voit nos tricolores qui sont bien placés dans ce peloton. Aurélien qui est redescendu un petit peu, qui n'est plus aux avant-postes pour animer, qui va peut-être se refaire un petit peu la cerise tranquillement. Ouais, maintenant faut rester. L'idée c'est de rester caché dans le peloton, dans le premier tiers, pour ne pas subir non plus trop les à-coups des relances. Rester caché et puis donner le meilleur de soi-même en course à pied. Et puis surtout éviter les chutes également, je regarde bien, mais ouais, ils sont bien une trentaine devant. Quelques questions, Tony, qui nous proviennent justement des réseaux sociaux via le hashtag Triathlon21. On nous demande où est Vincent Luis, et moi je vais poursuivre en vous disant où sont les trois tricolores. Où sont-ils? Ils sont en fond romeux, en train de s'entraîner. Vincent a décidé de ne faire que 2 courses cette année, 2 victoires. Il est champion d'Europe sprint du côté de Châteauroux. Voilà. C'était en France. Il a gagné le Grand Prix de Valence. Le deuxième, effectivement, la deuxième étape des Grands Prix du côté de Valence. Ces 2 tests ont été probants et lui conviennent. Donc maintenant, il s'entraîne tranquillement à fond romeux. Et là aussi, tiens, je vais prolonger la question. Ces 2 courses de la saison étaient sur un format sprint, si je dis pas de bêtises, Châteauroux effectivement et Valence. Est-ce que ça n'est quand même pas problématique de ne pas se mesurer à l'élite mondiale sur la distance olympique avant Rio? Tous les autres finalement l'auront fait, de manière peut-être pas en affrontement direct, mais les frères Brownie, les Espagnols, sont venus quand même se mesurer aux autres sur des distances olympiques. C'est une très bonne question et personnellement j'aurais tendance à répondre bon, ce n'est pas problématique, mais c'est vrai que ça aurait été bien de faire un CD. Voilà. Vous avec Pierre, en l'occurrence avec Pierre Lecor, vous l'avez fait. Ouais, avec Pierre c'était indispensable. Il avait besoin de monter, de prendre de la confiance, de prendre du rythme également, parce que les parcours cette année étaient très très compliqués avec beaucoup de relances. Maintenant c'est le choix de Vincent et au contraire il faut le respecter et moi j'ai entière confiance en son choix et il est suffisamment costaud et confiant pour décider de sa préparation. Rappelons-nous en 2008 Yann Frodeno avait fait 3 courses dans l'année et était devenu champion olympique à Pékin. Donc gageons que ce soit la bonne stratégie et attaque à l'avant du peloton. Aucun douter, une belle attaque juste avant une relance. Derrière, c'est un long faux plat descendant. Allez, pourquoi pas avec des Australiens, semble-t-il, qui sont en train de recoller, qui sont obligés de faire l'effort. Ryan Bailey qui revient avec dans sa roue. Ça, c'est quand même Jacob Birtwistle, c'est intéressant. le Valentinois qui a gagné le Grand Prix de Dunkerque d'ailleurs, le lendemain de sa non-sélection. Ah oui, là aussi, il y a du beau monde dans cette équipe australienne. De se passer de Birtwistle, c'est dire la qualité. Il était en ballottage avec Ryan Fischer, c'est ça, pour le troisième spot, la 3e place. Et bon, il est tout jeune, Birtwistle. Donc il aura d'autres occasions, même si c'est toujours intéressant de venir peut-être prendre part à une échéance olympique tout jeune. J'en veux pour preuve Cassandre Beaugrand qui a 19 ans va voir Rio, va avoir une course olympique. Ça permet quand même d'emmagasiner de l'expérience. Et puis c'est le plus gros événement de planétaire, j'ai envie de dire. Une fois tous les 4 ans, tiens, Bischolz va avoir une pénalité. Eh oui, ça n'était pas très bien rangé dans la caisse. J'espère que c'est né. Bon ça paraît quand même. Le numéro 22, c'est Murray, non? Le numéro 22. Bischolz. Le 22, donc le bonnet. Ah d'accord, je comprends. Le 22 aurait mis son bonnet de bain dans la mauvaise boîte. Le 22 c'est Richard Murray. C'est pour ça, je voyais le bonnet de Richard Murray effectivement dans la boîte en plastique prévue pour les affaires de Buchholz. Ça n'est pas bon signe. Ça vaut combien? Ça vaut 15 secondes. 15 secondes. 15 secondes de pénalité. Aurélien Raphaël
qui secoue le cocotier sous le crachin breton. Et puisque sa maman est morbihanaise, hein, son papa est martiniquais, donc mais il aime bien le crachin. Faut pas que ça glisse de trop, parce que ça va devenir dangereux. Regardez, il passe au ralenti, pas prendre de risques. Puis ce ne sont pas des conditions qu'il apprécie tout particulièrement. Hein. Ça n'est pas lui faire injure que de dire que ce n'est pas le meilleur technicien sur un vélo, Aurélien. Si, il est très technique. Aurélien est vraiment doué. Il a de très grosses qualités de pilote, mais il n'aime pas la pluie. Voilà, tout simplement. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il se place aux avant-postes. Il veut certainement éviter une chute. Au moins, il prend la trajectoire qui lui convient et ne subit pas celle des autres. Schilling dans sa roue. Andreas Schilling qui a fait une très belle course à Stockholm. Oh, on a vu la glissade de Tommy Zaferes. Attention, ça peut être dangereux. Vous parlez de Schilling, effectivement, hein, le Danois qui est lui aussi sélectionné pour les Jeux. 4e à Stockholm. Il était également du championnat d'Europe de Châteauroux, où il avait pris une très belle 8e place. Et lui, par contre, les conditions glissantes semblent lui convenir. Il est en train de prendre la poudre d'escampette. Est-ce que justement ces conditions peuvent rebattre totalement les cartes? C'est-à-dire qu'un garçon plus performant sur sec peut se retrouver en grande difficulté. Sur les virages, oui, on peut vite prendre 2 secondes. Il suffit d'avoir confiance dans ces pneumatiques. Ceux qui ont décidé de ne pas trop gonfler, leurs pneus, ou ceux qui ont des pneus 4 saisons, même des pneus pluie, ça va les arranger. Hein. Et d'ailleurs, c'est en train d'exploser. Écoutez, avant que tout cela ne parte un petit peu dans tous les sens, alors qu'on va revoir très certainement la glissade de Zaferes. Il en fallait pas plus. Il en fallait pas plus parce qu'il y avait du monde à la fois sur sa gauche et sur sa droite. En tout cas, cette course promet d'être spectaculaire, avec Pujad, Anthony qui est dans le quatuor de tête. On va voir si cette attaque donne quelque chose après de courtes pages de publicité. On revient ici à Hambourg pour la suite et la fin de cette WTS. Et nous voici de retour à Hambourg à l'occasion de la 7e manche de WTS, avec une course qui est en train de s'animer, alors que les athlètes n'ont plus que 2 tours à parcourir, 2 fois 3 km 333 avant d'en terminer. Une course qui commence à s'animer sous le crachin de Hambourg. C'est en train de se transformer en une véritable pluie, mon cher Tony, et des athlètes commencent à se retrouver les 4 fers en l'air. On a vu une belle chute. On a vu une belle chute de Vicente Hernandez, dont on parlait tout à l'heure, qui est tombé dans le virage sur une ligne blanche et qui a emporté avec lui 4 autres athlètes. On a vu Pozzati, l'Italien, se retrouver au sol. L'un des frères Polianski également. Dan Boden, même s'il n'a pas chuté, a été gêné. Et Aurélien qui était à l'arrière du peloton, s'est retrouvé un peu piégé. Et oui, la cassure qui est en train de se provoquer par le fait simplement des conditions météo. On le disait, des athlètes sont à l'aise sous la pluie. Ça n'est pas le cas de tous. Ben Kanut est en train d'essayer de partir une nouvelle fois avec Schilling, le Danois, qui continue d'animer cette tête de course. Lui ne semble pas gêné justement par ces conditions très glissantes, alors que c'est Mario Mola là qui a un petit souci et qui est aidé par le Sud-Africain. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, c'était assez étonnant. Non, c'est bon, il est en tête. Ouais, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller quand même pour Mario Mola. Ça commencerait à être un petit peu compliqué pour les Espagnols, parce que Hernandez, avec cette chute, et en plus il y a eu un problème mécanique derrière, il y a eu au moins un saut de chaîne. Il a peut-être perdu tout espoir là de bien figurer. Hein. Ouais. Et là, on a des attaques successives. On a vu tout à l'heure Anthony Pujad essayer de partir avec Schilling, ils se sont fait reprendre. Ensuite, on a vu l'Australien Ryan Fischer qui a porté une attaque brutale. Il s'est fait reprendre à son tour. Donc là, vraiment, des attaques successives. Et ça va s'enchaîner comme ça pendant
le reste de la course. Et attention parce qu'il reste 2 passages justement Hernandez est rentré. Regardez à droite. Ce virage, oui, costaud Hernandez, effectivement, tant mieux que ce ne soit pas sur cette chute qu'il subisse la cassure, mais on va repasser à 2 reprises sur un virage en fait où il y a énormément de bandes blanches, un passage piéton tout simplement, juste au niveau du virage. C'est au moment où vous avez dit là il y a quand même pas mal de bandes blanches dans ce virage que les athlètes se sont retrouvés au sol sans dommage, sans plus de dommages que cela. Tout le monde est remonté sur sa machine. Les Espagnols qui chassent derrière avec Mola. Et ce peloton qui est en train quand même de s'écrémer là au fur et à mesure des 20 km. Il n'y a plus qu'une vingtaine de garçons. Le voici justement ce virage. Et on prend un petit peu plus de sécurité, c'est bien normal. Ce qui va peut-être profiter aux 2 garçons devant. Il y a Pereira, le Portugais, qui est en train d'essayer de faire la jonction. Faut que nos Français remontent là. On voit Aurélien, comme je vous disais, pas à l'aise sur les routes détrempées. Pencanoté non plus. Oui, là, vous avez vu Schilling par contre lui passe bien. Il faut qu'Aurélien donc remonte absolument devant là. Quasiment 40 km/h pour la tête de course sur cette route détrempée de ce circuit de Hambourg. Avec Schilling, il faut qu'il jette un petit coup d'œil et il s'en excuse auprès de Canut, parce qu'il a tout simplement failli l'envoyer dans le décor sans le vouloir. On va en terminer, la tête de course en tout cas va en terminer avec le 5e des 6 tours de vélo de ce parcours. C'est Martin Van Riel, le Belge, qui fait l'effort pour rentrer sur les 2 échappés. Il reste au contact, Aurélien Raphaël, même s'il est en queue de peloton, il ne prend pas de risque. C'est vrai qu'il ne faudrait pas à ce moment de la course que Mario Mola soit en capacité de faire exploser ce peloton. Sinon ça risque d'être compliqué sur le 5 km de course à pied. On en est déjà au dernier tour. Donc 4 km avant un 5 km d'enfer. L'année dernière donc Vincent Louis avait gagné parce qu'il s'était échappé. Il avait couru en 14-17. Mais Mario Mola avait quand même bouché 22 secondes. Et avait terminé donc 3e. Vraiment les hommes forts là devant. Une ligne droite de 500 mètres en faux plat montant. Andreas Schilling qui a fait son travail là, le Danois qui a passé son relais. À 25 ans, il va vivre l'expérience olympique. Les tricolores sont un petit peu en retrait en compagnie de Polianski, de Schumann également, le Sud-Africain, de Schoenbourg, le Turc d'origine allemande. C'est vrai que si Schilling venait à enchaîner après sa 4e place à Stockholm, encore un bon résultat, ce serait un message tout à fait intéressant envoyé à la concurrence. Ouais. Pour apporter du dynamisme en tête de course. Vous avez vu comme il est technique. Quelle facilité. Il pose 10 mètres, c'est ça, dans le virage. Et ça, en vue de la course à pied, ça peut être intéressant de quand même moins puiser sur ses relances. Ouais. Mais bon, là, il lâche beaucoup d'efforts quand même. Il s'emploie, il sait qu'il a de grosses qualités cyclistes et il les déploie. Regardez le compteur, plus de 50 km/h. Ça vous donne une indication. C'était l'une des questions en cette période de Tour de France. Est-ce que les triathlètes vont aussi vite que les cyclistes du Tour de France? La distance est moins longue, c'est sûr, que les étapes de la grande boucle. Bon, je pense mais quand même au niveau vitesse, on mettrait des cyclistes pro dans le peloton, ils se friseraient les moustaches. Oui, ça se leurrer quand même. Ça c'est certain. En tout cas, au niveau de la vitesse intrinsèque, on est à 50 km/h. Ce sont des vitesses que l'on a l'habitude de voir dans le peloton. Superbe ralenti avec Ben Canut qui fait partie de ce trio là en train de dynamiter la course. Et on demande à Mario Mola
semble-t-il. En tout cas, vu la physionomie de ce peloton, de ce groupe principal, Mario Mola avec son dossard 2, c'est lui qui doit envoyer, c'est lui qui doit faire la jonction. La jonction a été faite, hein, Guillaume, mais là maintenant il reste 1,4 km. Il faut se placer, c'est la dernière ligne droite avant la transition. Et j'espère qu'Aurélien, là il devrait déjà dépasser tout le monde sur la gauche pour se repositionner. Après il sera trop tard. On a notre virage dangereux sur les bandes blanches. Allez, pour la dernière fois, les athlètes vont passer sur ce virage effectivement dangereux. Pas de casse. À 200 mètres avant un demi-tour et on va replonger sur le centre-ville. Il y a la patrouille australienne hein, qui est au contact de Mario Mola. Les 3 Australiens sont en embuscade et bien placés. Voilà, et nos 2 Français en queue de peloton. Ouais. Aïe. Allez les gars, faut remonter là. Pas évident de se frayer un chemin sur ce parcours sinueux, en tout cas sur les derniers hectomètres. Et là ça va sprinter pour se placer avant le dernier virage. Et Mario Mola le connaît très bien ce parcours, hein. Il sait qu'il faut rentrer dans le parc de transition dans les premiers et imposer son rythme d'entrée de jeu. On le disait il y a de cela quelques minutes, c'est le seul rescapé entre guillemets du podium de l'an dernier. Vincent Louis s'était imposé. Il n'est pas présent cette année. Javier Gomez, malheureusement blessé, qui ne verra pas Rio, avait terminé 2e. Mario Mola avait terminé 3e. Lui qui a fait un début de saison extraordinaire. Et nos tricolores, effectivement, en queue de peloton, Odots, le néo-zélandais, qui a failli se retrouver au sol. Est-ce qu'il avait sorti les pieds de ses chaussures? Non, pas encore, pourtant. Ce qui est le cas de Mario Mola. En tout cas le pied gauche, hein, pas le pied droit encore pour l'Espagnol. Ça y est, ouais. Va-t-on encore avoir un doublé du groupe Filiol, du groupe d'entraînement de Joël Filiol? Ce sont les deux. Donc on a Richard Meuret, le compagnon de Clameur qui a fini 2e. Et Mario Mola qui s'entraîne avec le même groupe. Donc comme je disais pour la course des filles qui s'entraînent du côté des Angles, dans le Cap Cyr à côté de Font-Romeu. Et regardez cette transition rapide. Oh, et c'est parti. Elle est superbe cette transition. Même si Richard Meuret est déjà devant, hein, vous avez vu. C'est Meuret qui a été le plus rapide. Les Australiens sont là. Ah, les tricolores. Il va falloir accrocher ce wagon. Oh, un petit coup d'œil d'Aurélien Raphaël derrière. Alors qu'Anthony Pujade est devant. Ça s'explique, me semble-t-il, avec l'un des Espagnols. On s'est peut-être un petit peu accroché. Non, je pense qu'il vérifie Pujade et Anthony a dû avoir un problème là. Je ne l'ai pas vu partir. Il est devant, Anthony. Il est devant, Aurélien. Pourquoi s'est-il retourné? Alors il voulait peut-être vérifier si son vélo n'était pas tombé. Je pense que ça va. Regardez, Chrysanto Grajales également qui s'est un petit peu accroché avec un Allemand. Bon, on est limite au niveau de la ligne rouge pour Richard Meuret. Richard Meuret qui a pris 10 secondes de pénalité. Ouais, en plus. Il y a eu une chute aussi à l'entrée dans le parc de transition. Oh, ça a vraiment brassé, hein. À ce moment-là, on va peut-être revoir le contact. Aurélien Raphaël était un petit peu plus loin. Je ne suis pas sûr que la réalisation allemande ait pu se saisir de ce moment. Mais Meuret, Mola, le duo est aux avant-postes. C'est parti pour ce 5 km. Et derrière, les 2 Australiens, Birtwistle et Bailey. Regardez cette cadence. C'est costaud, c'est très costaud. Meuret qui a déjà gagné Hambourg il y a 2 ans sous des conditions dantesques puisqu'il pleuvait énormément. Ils ont tout de suite creusé, hein. Là ça court à 22 km/h. C'est parti à 22 km/h et là ça temporise à 21,5. Mario Mola, je répète, hein, qui avait couru en 13 minutes 55 sur un parcours qui comptabilise 4966 mètres exactement. Ah oui, c'est pour être très précis. Avec un Mario Mola donc qui a dans sa ligne de mire, plus que cela même, qui est sur les talons de Richard Meuret. Anthony est bien placé, hein. Ouais, mais position idéale. 2, 3, 4. Quand même pour 9e position. Mario Mola. 7e l'année dernière. Qui pourrait aller chercher une 7e victoire, hein, sur le circuit de la WTS. Bon, il a quelques consignes, Anthony, hein, c'est de
il devait rouler très fort sur le premier tour à vélo, chose qu'il a faite. Et puis après, il doit partir. Il ne doit pas partir trop vite à pied, justement pour réaliser un 5 km complet. En tout cas, le champion de France réalise de très très belles choses, qui est un petit peu moins le cas malheureusement pour Aurélien Raphaël, qui est en train de se faire décrocher et qui ne semble pas en mesure de réaliser les performances qu'il nous avait offertes. C'est sur les dernières courses, tout simplement, sur les dernières WTS. Aurélien a beaucoup couru ces derniers temps, depuis le début de saison. Et le troisième russe, qui en compagnie des Polianski verra très certainement Rio, a mis la flèche. Alexander Boltnikov. Merci. Allez, 12 secondes, 12 secondes d'avance pour les leaders sur le reste. 12 secondes, donc il faudra concurrence. concéder 10 secondes pour Murray, qui devra s'arrêter dans la penalty box et observer 10 secondes d'arrêt. Ouais, donc là il y a ce qui ouvre les portes de la victoire pour Mario Mola. Bien sûr, bien sûr. Bon, on n'y est pas encore, mais avec ses références, Mario Mola devrait remporter la victoire. Un petit coup d'œil également sur les autres Espagnols. C'est Fernando Alarza là, qui est derrière la moto. C'est Joao Pereira à côté d'Alarza. Ouais, voilà. Pereira qui est à Font-Romeu, qui est descendu jeudi également. On l'a vu s'entraîner. Il s'entraîne en ligne d'eau à côté de Pierre Lecor. Allez, Anthony. La semaine dernière. Ouais, Anthony, lui qui est dans les pieds là de Schoenberg. Ça commence à partir. Vite, ouais, ça commence à partir. Il y a une cassure avec les Australiens qui se sont déjà détachés. Bailey et Ebert Whistle. L'un verra Rio, l'autre pas. Malgré tout, les deux garçons sont aux avant-postes. Il se bat, Anthony, pour essayer de combler ces quelques mètres d'écart sur Schoenberg, qui lui-même est en train de céder. Là, il y en a dans tous les sens, des athlètes là, ça explose de partout. Vous avez vu les deux Australiens, dont Pierre Whistle fait une grosse course à pied, alors que Ryan Fischer, le sélectionné olympique, qui a été sélectionné aux dépens donc de Jacob, Pierre Whistle, Ryan Fischer n'est pas devant. Question intéressante, tiens, de la part de Fabrice via les réseaux sociaux, via le hashtag triathlon21. Est-ce que les triathlètes, et a fortiori Mario Mola, est au courant de la pénalité potentielle à venir pour Richard Murray? Oui, je pense qu'ils le savent. Le staff a dû leur dire, et puis de toute façon, lorsqu'on passe devant la penalty box, on a le numéro qui est inscrit sur le tableau. Et puis bon, le staff, les dirigeants l'ont forcément renseigné. Donc l'intérêt pour lui, c'était de partir très très vite, se reposer pendant 10 secondes et puis repartir. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va effectuer sa pénalité, soit à la fin du premier tour, soit à 200 mètres de la ligne d'arrivée. On verra bien. Ce serait cruel au niveau des images là, de voir les autres athlètes revenir sur lui, mais si il parvient à creuser un écart supérieur à 10 secondes, ça pourrait tout à fait suffire pour monter sur le podium, et ce qui semble être le cas, l'écart est en train de croître entre les deux hommes de tête et le reste du plateau. Et parmi ce reste là, on a Joao Pereira qui réalise une très grosse course à pied. Il est au Grand Prix de Valence, remporté par Vincent Louis d'ailleurs. Joao avait réalisé un des meilleurs temps course à pied, il s'était battu avec Pierre Lecor et Ryan Sisson, le Néo Z. Il avait d'ailleurs effectué une grosse remontée. Donc là, il prouve qu'il est vraiment en très grande forme. Les athlètes de tête qui en terminent justement avec ce premier tour, avec ses premiers 2 km 500. Richard Murray qui, même si il ne va peut-être pas jouer la victoire puisqu'il va prendre 10 secondes de pénalité, il ne semble pas que ce soit à l'issue de ce premier tour qu'ils doivent s'arrêter. Ce sera certainement à l'issue du second tour, mais il profite tout de même du rythme. Encore faut-il en être capable, imprégné par Mario Mola, pour se détacher du reste. Ils ont 17 secondes d'avance désormais, les deux hommes. Ça suffirait pour le podium. Oui, ça va suffire. On voit la penalty box, on la voit au niveau du barnum là. On voit le tableau. On le voyait un peu mieux tout à l'heure.
Anthony Pujade en 13e position, à une trentaine de secondes de la tête de course, alors que les conditions météo sont en train de se détériorer au fur et à mesure. C'est un petit peu dommage pour le spectacle. Le vélo est passé, donc oui, c'est vrai que c'est la course à pied, le plus dangereux est passé. Plus aucun danger. C'est encore une course folle. On voit Alessandro Fabian qui a abandonné les chaussures à la main. Décidément, les Italiens n'ont pas été à la fête avec la chute de l'un de leurs représentants, l'abandon de leur chef de file, Alessandro Fabian. C'était Pozzati qui s'était retrouvé au sol sur le vélo. C'est Pozzati en fait qui a abandonné. Et donc ça suffisait pour la journée du côté de Gianluca Pozzati. Quel écart en seulement 2,5 km. Les deux de devant ont véritablement un gros niveau. Moi j'ai envie de dire que c'est un appel aussi pour les Jeux Olympiques. Si ces deux-là sont en tête à l'issue du vélo, ça va courir très vite. Même Alistair Brownlee a des soucis à se faire. Alors on rappelle que le vélo est sans commune mesure au niveau de la topographie avec ce circuit. C'est l'occasion de le rappeler, Tony. C'est un parcours beaucoup plus accidenté à Rio. Ouais, il y a notamment deux bosses, deux côtes de 40 secondes à passer 6 fois. Et puis il y a surtout l'humidité et la chaleur. Bien sûr. Qui n'a rien à voir aux conditions d'aujourd'hui. On ne devrait pas avoir tout à fait les mêmes conditions, même si elles sont humides. Oui. Après c'est l'hiver au Brésil, au mois d'août. Donc on peut très bien avoir 3-4 saisons dans la même journée. Donc il faudra s'adapter. Mais bon, c'est le quotidien du triathlète, s'adapter aux conditions météo. Là quand je vois les deux garçons devant, quand ils sont aux angles, ils alternent l'entraînement avec des jours pluvieux, des jours la tête dans les nuages et puis du grand beau temps. Ils peuvent aller nager en lac et en piscine, donc tout ça permet de s'adapter quotidiennement. Mario Mola en tout cas en tête aux côtés de Richard Murray. On rappelle que le Sud-Africain va devoir s'arrêter 10 secondes dans la penalty box pour avoir mis ses affaires dans la box finalement, dans la boîte de Gregor Buchholz. L'Allemand Mario Mola en lice pour une 4e victoire déjà cette saison sur les WTS. Il s'était imposé à Abu Dhabi, il s'était imposé à Gold Coast, victoire également à Yokohama. Ça pourrait être le 4e. Petit pronostic, Tony, du coup entre les deux garçons? Entre les deux garçons, on a Mario Mola qui va bénéficier de l'arrêt de Murray. Mais pour la 3e place, pour le podium, pour la 3e place, ça va être très tendu parce que moi je pense que la bataille va se jouer entre Jacob Biertwistle qui a un sacré finish et Joao Pereira qui peut finir très fort aussi. On l'avait vu à Nice lorsqu'on avait fait le direct du championnat de France l'année dernière. Pierre Lecor s'était battu avec Pereira jusqu'au bout et au prix d'un terrible effort, Pierre avait réussi à l'emporter. Mais Jacob Biertwistle, pour encore parler de Pierre, a passé 15 secondes sur le dernier 1500 mètres sur la WTS de Yokohama. Donc j'ai cru entendre qu'il passait des 5 x 1000 en 2,30. Les spécialistes apprécieront, avec un repos total je suppose. Je pense qu'on va avoir un magnifique finish pour la 3e place. Même Murray, après son arrêt, devra se méfier du retour des deux autres. Évidemment. De l'Australien et du Portugais. Biertwistle, champion du monde espoir, notamment. Une question, allez, une des dernières que l'on va prendre à l'occasion de ce direct ici à Hambourg, mon cher Tony. Est-ce que la moquette bleue que l'on voit au niveau de la zone d'arrivée et du parc de transition est glissante quand cette dernière est mouillée? Est-ce que ça peut poser des soucis de temps en temps? Non, là elle n'est pas glissante. Il y a juste le petit passage sur un petit pont de bois qui est glissant, mais ça c'était en vélo. Mais à pied, non. Il y a 2 semaines, il y avait une Coupe d'Europe à Olten aux Pays-Bas et là on a pu voir beaucoup de chutes, mais c'est parce qu'il y avait des trous sous le tapis bleu. Avec notamment un Aurélien Lebrun qui s'est retrouvé au sol. Ça fait quelques chutes, malheureusement on pense bien à lui.
On attaque le dernier kilomètre, hein, je pense. Hein. Ouais, évidemment. Allez, avant justement de rentrer dans ce dernier kilomètre, je ne résiste pas à une toute dernière question. Est-ce que les triathlètes ont le droit, et est-ce qu'ils le font, de se ravitailler sur une course comme ça d'1 heure? Sur le vélo, ils boivent. Hein. Ils peuvent prendre un gel selon les convenances. Mais bon, je pense que s'ils consomment un quart de litre, voire un demi-litre, c'est bien le maximum. C'est bien le maximum sur 1 heure de course. Ouais. Alors Richard Murray en tête, mais il va devoir s'arrêter l'espace de 10 secondes dans la penalty box avant de franchir la ligne d'arrivée. Selon toute vraisemblance, Mario Mola, Super Mario comme on le surnomme, va s'envoler vers une nouvelle victoire sur le circuit WTS. Une 4e déjà cette saison pour la victoire au général. Bon, il ne fait plus grand doute, mais s'il y a la finale à Cozumel, mais comme on prend les 4 meilleurs résultats plus la grande finale, les 5. Ah, il en manquerait un. Les 5 et Cozumel a un coefficient supérieur, donc rien n'est joué, rien n'est joué, Guillaume. Mais parmi les 5, il y a Cozumel. Et non, c'est les 5 plus Cozumel. Il suffit de rater sa course à Cozumel et les chances de podium sont. Ce serait un Larza notamment qui pourrait venir cueillir les fruits de cette potentielle défection de Mola. Enfin, il a l'air très costaud quand même. Regardez. Mario Mola, Murray va devoir s'arrêter. Voilà les 10 secondes de pénalité en compagnie d'un juge. Allez, Mario Mola qui en termine une 4e victoire dans cette saison, la 7e en carrière. Et Murray, même s'il n'est pas content parce qu'il pense peut-être s'être arrêté quelques secondes de trop, eh bien va quand même aller chercher cette 2e place. Bert Wissel. Qui l'emporte devant Alarza, hein? Non. Oh, le sprint entre Bert Wissel et Alarza. Oh, Bert Wissel qui a fêté trop tôt, me semble-t-il, le podium. Bert Wissel qui a fêté trop vite le podium. Je pense qu'Alarza a passé les épaules. Ah, c'est la photo finish. Ouais, la photo finish. Mais franchement, Alarza a passé les épaules. Oh, le retour de Petzov. Oh, Rostislav Petzov, l'Azéri qui en termine avec un beau top 10. Et nos tricolores ont quelque peu explosé là. On ne trouve pas trace d'Anthony Pujade ou encore d'Aurélien Raphaël. Est-ce que c'est le premier d'entre eux? Ouais. En tout cas, on sera au-delà du top 10. Oh, Richard Murray qui n'est pas content. Avec l'officiel Chris Gemmel, ancien triathlète de haut niveau néo-zélandais. Bon, on aura l'occasion bien sûr de vous parler de cela lors du championnat du monde de relais mixte. Alors pourquoi 24? Il ne fait que rappeler cela. Ça doit valoir la bonne amende à mon avis. Il va être amputé de sa prime, en tout cas d'une bonne partie de sa prime. C'est assez étonnant parce que finalement il perd la première place, mais ça c'était quasi obligatoire finalement en s'arrêtant en l'espace de 10 secondes. Ça il ne le... On ne sait pas pourquoi il est en colère. En tout cas, mais alors peut-être qu'il y avait son énervement est à mettre sous le compte de l'adrénaline. Vous savez, ça fait 50 minutes qu'il est à fond, il est chargé d'adrénaline et là, toutes les émotions sont décuplées. Bon, en tout cas, on aura le fin mot de l'histoire. On en parlera ce dimanche à l'occasion. Voilà, il y a déjà le sourire du côté de Richard Murray à l'occasion du championnat du monde de relais mixte. Tony, on se retrouve demain. Oui, avec grand plaisir. 14h30. Yavol. J'ai pu. Allez, avec grand plaisir. Et on rend la main à Damien Albessard et on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Bye bye. Au revoir. Bonne soirée à vous, messieurs.